êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Hello! Je vous retrouve pour le 3e et dernier défi de cette saison. Si vous avez manqué les 2 premiers défis, il est encore temps d'ailleurs d'aller les écouter et de rattraper ces épisodes full valeur. Je vous propose quand même un petit brief sur le concept de ces épisodes. J'ai en fait posé 3 situations, 3 défis, 3 cas d'études que rencontrent de nombreux entrepreneurs et certainement que si vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être concerné par un de ces défis, peut-être les 3, peut-être 2 sur 3. Et donc j'ai posé ces défis, ces situations à chacun de nos experts. Donc nous avons Arnaud pour les finances, Antoine pour les process, Julie pour les data, Guillaume pour la gestion de projet et enfin Fabien pour le mindset. Ce sont donc nos 5 experts qui nous accompagnent tout au long de cette saison 2, saison spéciale pilotage d'entreprise. Donc ils nous accompagnent tout au long pour vraiment aller décortiquer chacun de ces sujets avec leur regard d'experts. Et donc concernant ces défis, ces situations, je pense qu'on peut avoir des regards et des solutions diverses pour résoudre une situation donnée. Certains d'entre nous sommes très intuitifs, d'autres très structurés et je suis intimement persuadée qu'un bon pilotage d'entreprise passe finalement par un mix de tout cela. Et donc, je vous invite à écouter cet épisode et vous laisser inspirer par chacune des réponses de nos experts pour faire un espèce de mix pour avoir le bon 360 pour votre business. Voici donc la situation de ce 3e défi. Je passe mon temps à travailler dans mon entreprise. Vous connaissez le concept versus sur son entreprise. Donc je suis clairement dans un enchaînement, mes semaines sont un enchaînement infini de tâches. Je suis dans le day-to-day, je ne fais que suivre ma to-do qui ne désemplit jamais. J'ai essayé des tas de méthodes de productivité, d'organisation, les plans 90 jours, la méthode time blocking, le Pomodoro et plein d'autres encore, mais en fait aucune ne me convient vraiment ou ne fonctionne véritablement sur moi. En fait, c'est bien joli tout ça, mais la réalité c'est que moi je dois surtout m'occuper de mes clients, répondre aux clients et aussi et surtout à l'ensemble de l'équipe de freelance que j'ai constituée, avec qui je travaille et en fait le fait de parler avec eux au quotidien, c'est vrai que ça me sollicite beaucoup et ça m'ajoute énormément de tâches, notamment des tâches de feedback, mais aussi des choses que je dois faire pour eux pour qu'ils puissent avancer. Tout ce qui est CEO Day, on oublie. Alors clairement, ce bloc-temps est toujours sur mon agenda, tous les vendredis matins. Mais la réalité, c'est qu'en fait, je n'ai jamais le temps de le faire. Donc, je ne travaille jamais sur mon business. Je suis vraiment toujours dans le run. Ou alors, je tente de travailler un petit peu sur mon business le soir et les week-ends. Et encore, quand je n'essaye pas de rattraper ma to-do. Est-ce que cette situation vous parle ? La problématique principale de cette situation, c'est que on a l'impression qu'on n'avance jamais sur son entreprise, qu'on n'est jamais dans du temps de développement et de croissance et qu'on est toujours sur le quotidien. Et en fait, la problématique, c'est que ça fait peur parce qu'on a la sensation qu'on ne pourra pas tenir la croissance et le chiffre d'affaires sans jamais nous poser sur la partie stratégique, sur la partie développement de nouveaux projets, de nouvelles stratégies. Parce que on a développé l'entreprise, on a créé des systèmes, on a créé des produits, on a créé finalement une entreprise qui demande aujourd'hui un certain niveau d'activité. Et donc si je ne me pose jamais sur la stratégie, sur le fait de réfléchir de manière posée sur mon business, eh bien je ne pourrai pas développer et il y a clairement un risque de ne pas réussir à développer son entreprise. C'est aussi vrai, même quand on n'a pas forcément un niveau de business exigé, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un niveau de charge élevé et qu'on doit donc faire un chiffre d'affaires assez élevé pour subvenir en tout cas aux besoins de l'entreprise et espérer faire de la croissance. En fait, c'est vrai quel que soit le niveau de business.
Je vous laisse avec les réponses de nos 5 experts. J'espère que celles-ci vous inspireront. Bonne écoute! Arnaud, la question pour toi est: que peut apporter la gestion financière dans ce cas de figure et qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Écoute, on va voir, on va y réfléchir ensemble. Non, ce que tu m'évoques, c'est le fameux travailler dans son business au lieu de travailler sur son business, hein, de pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à bosser sur la stratégie parce qu'on est en mode pompier, parce que voilà, on éteint les incendies les uns après les autres et du coup, c'est la roue du hamster, comme tu dis, c'est la course permanente. Dans cette question, j'entends en fait une sorte de contrainte de ressources, contrainte de ressources peut-être en équipe, peut-être une contrainte de ressources financières. Donc c'est là où la finance peut peut-être aider. Mais avant de réfléchir à d'éventuelles dépenses pour pallier à ces challenges, déjà je voudrais rebondir sur un point que tu as évoqué dans la question, c'est euh, je ne pourrais pas tenir la croissance du chiffre d'affaires, comme tu disais. Oui. Et qu'est-ce qui t'impose la croissance du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est toi qui te l'impose parce que ça répond à un objectif impératif que tu t'étais fixé? Ou est-ce que c'est parce que on t'a imposé un objectif parce que tu as entendu tes camarades autour de toi qui ont certaines performances et tu veux avoir les mêmes performances qu'eux? Tu vois, j'ai le sentiment qu'il y a un petit côté à nouveau passif, comme si l'objectif il t'appartenait pas, il appartenait à d'autres. Donc, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, cette notion de l'objectif, je pense elle est essentielle. Et moi, je la mets toujours au centre de mes échanges avec mes clients quand on commence un accompagnement, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez avoir plus de temps? Est-ce que vous voulez mieux vous rémunérer? Est-ce que vous voulez bâtir un empire? Est-ce que vous voulez partir à la retraite? Et le sujet, il est d'actualité. Est-ce que vous voulez partir à la retraite beaucoup plus tôt? Est-ce que vous voulez que votre business il soit en pilote automatique? C'est quoi l'objectif? Donc plus que le chiffre d'affaires, c'est vraiment la vision lointaine, le North Star, où est-ce qu'on Mm. va? Hyper intéressant. Merci d'avoir recentré là-dessus parce que c'est vrai que, et c'est volontaire hein, que j'ai posé le défi comme ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui sont rentrés dans cette phase de croissance. Euh, on le disait dans le premier défi, c'est-à-dire que bah waouh, en fait ça a marché. J'ai mis en place des tactiques et des stratégies marketing et commerciales qui font que en fait mon projet a fonctionné. Mhm. Donc ça m'a permis de rentrer dans une phase de croissance. C'est génial, en fait, objectif number one atteint. Il était là le premier objectif. Et en fait, à partir de là, on est rentré dans une espèce de spirale. On en parlait aussi dans le deuxième défi, c'est-à-dire que ça m'a entre guillemets un peu obligé à recruter. Donc, comme ça m'a obligé de recruter, ça m'a obligé d'avoir un fonds de roulement relativement conséquent pour pouvoir répondre à ce besoin en charge. Donc, du coup, bah, ça m'oblige en fait à travailler au quotidien et ça m'oblige en fait à être dans une phase minimum enfin, au moins, si on parle pas de croissance, mais en tout cas de maintien de chiffre d'affaires quand même à un niveau assez haut. Et en fait, merci de poser cette question. C'est OK, mais en fait, peut-être, tu vois, on vient de décrire le défi numéro 3. Peut-être que la première question à se poser, c'est OK, là, t'es dans ta roue de hamster. Déjà, pourquoi t'y es? Est-ce Mhm. que on va essayer de répondre à cette situation-là pour comment dire, la débloquer dans le sens où on va améliorer l'existant et te permettre de rester dans la croissance? Ou en fait, peut-être que cette phase de croissance dans laquelle tu es rentré, ok, tu es rentré un peu par défaut parce que voilà, tu avais atteint le premier objectif, mais peut-être que l'objectif suivant, c'est pas forcément d'arriver au palier de croissance supérieur, quoi. Moi, je peux te démontrer mathématiquement que des fois, tu peux gagner plus d'argent ou générer plus de bénéfices en faisant moins de chiffre d'affaires. Juste en mettant le curseur sur tes activités qui sont les plus profitables, Oui. tout ce qu'on appelle l'effet de mix. Mais souvent, ça nécessite d'avoir, enfin, à la base, ça nécessite d'avoir de la visibilité sur les différents produits que tu vends, lesquels sont les plus profitables. Or, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise souvent assez peu, voire pas. Donc, en fait, on va mettre du carburant sur un produit, alors que c'est peut-être le produit qui va générer des pertes. Et on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas mis en place, par exemple, de comptabilité analytique. Et donc, on accélère, mais euh, tu vois, par exemple, j'avais l'image qui me venait en t'écoutant sur la question, c'est l'image du tonneau des Danaïdes, tu vois, le tonneau qui est percé et que les Danaïdes se passent leur temps à remplir.
le tonneau, il sera jamais rempli, en fait. Tant que t'as pas comblé le trou, l'eau, elle va continuer de se déverser. Donc, la première des choses, c'est déjà de mettre les patchs, de mettre les pansements ou de mettre des rustines Oui. pour arrêter d'avoir de la déperdition. Euh, voilà. Et après, effectivement, se focaliser sur de la croissance de chiffre d'affaires. Mais si c'est pour, encore une fois, perdre de l'argent, ça n'a pas de sens. Il y a des boîtes qui ont eu des stratégies de croissance à fond perdu. On peut citer, je sais pas, par exemple, Amazon, pendant des années, voire des dizaines d'années, en fait, ils ont perdu de l'argent. Sauf qu'en fait, ils avaient des investisseurs qui avaient des poches profondes et qui pouvaient remettre au pot. Or, quand on est solopreneur, on n'a probablement pas les ressources financières pour pouvoir remettre au pot systématiquement. Donc, en fait, si on se plante, c'est game over. Donc c'est vraiment crucial de maîtriser, ouais, de maîtriser les différents éléments de sa structure de coût et de son pilotage en fait. Ok, c'est hyper intéressant ce côté. Attention, on n'est pas Amazon. On Ouais. est des solo founders. Et donc, quand on va, entre guillemets, prendre des risques un petit peu là, comme tu le dis, on va pas forcément derrière avoir la possibilité de venir remettre de l'argent dans la trésorerie pour attraper en fait ce qui s'est passé. Et il y a un regard intéressant que t'as évoqué, c'est celui de regarder en fait la rentabilité et le coût d'un produit, d'une offre qu'on va vendre. Mhm. Souvent, c'est très juste ce que tu as dit. On va s'acharner en quelque sorte sur un produit parce que déjà on l'aime d'amour, parce que c'est nous qui l'avons créé, parce que c'est notre boîte, etc. Les clients aiment beaucoup ce produit. Et puis si on garde en fait l'angle marketing, commercial, vraiment ce côté vente en fait, c'est par exemple le produit qui va le mieux performer. Et donc par défaut, on va dire bah, en fait c'est mon produit phare, c'est celui que je vends, que j'adore, en plus je l'aime, etc. Et donc c'est celui que je vends. Or, en fait, peut-être que dans la structure de coût de ce produit-là, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le produit le plus rentable, peut-être qu'il coûte de l'argent à l'entreprise. Et en fait, on ferait peut-être mieux de se détacher un petit peu de cette offre-là et d'aller se concentrer sur la deuxième qui, aujourd'hui, rapporte moins au prorata parce que on la vend moins. Mais si en fait en termes de marketing on se concentrait sur celle-ci, en fait on aurait des bénéfices, une rentabilité beaucoup plus intéressante. Absolument. Alors, on en revient à la question de l'objectif et je dirais même à la question de la mission de l'entrepreneur. Si l'objectif, c'est effectivement de vendre l'offre phare parce que c'est son offre de cœur et qu'on veut travailler là-dessus, mais que c'est pas profitable, bah, il faut accepter dans ce cas-là une moindre profitabilité. Mm. Mais si l'objectif, c'est de mener sa mission à bien et donc d'avoir une structure qui soit pérenne, qui dure des années et des années, et que ce soit pas un one shot, à ce moment-là, on est obligé de se préoccuper de la profitabilité et peut-être de devoir faire quelques concessions sur l'intérêt qu'on a pour certains produits, mais néanmoins qui sont des vaches à lait et qui permettent de financer le reste. Des petits produits, mais qu'on peut scaler et vendre sur des gros volumes et qui tournent tout seul avec quasiment pas de coûts variables, ça peut être En fait, c'est un produit qui peut être le produit sur lequel te concentrer, qui va te permettre en fait de financer le reste et certainement un peu de sortir de cette roue de hamster dont on parlait au départ. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, moi, il y a un travers que je rencontre souvent aussi chez les entrepreneurs qui me contactent en me disant, ils ont comme objectif de faire x2, x3. Je sais pas, par exemple, ils font 200 000 et ils me disent, tiens, l'année prochaine, je vais faire 400 000. Et moi, la question, c'est, OK, tu vas faire 400 000, mais comment? Enfin, c'est quoi ton plan d'action, en fait? Mm. Et là, oh, je sais pas, mais je le sens bien. Tu vois, j'ai fait x2 l'année dernière, donc je vais faire x2 cette année. Mm. Bah, pas forcément en fait. Il y a une question de maturité, de courbe de croissance, courbe de maturité, où tu vas peut-être atteindre un plateau. Et quand tu atteins un plateau, la problématique, elle est plus une problématique de croissance, c'est une problématique dans ce cas-là plus de maîtrise des coûts pour maintenir une profitabilité, voire l'améliorer, tout en maintenant un chiffre d'affaires qui malheureusement ne croît plus aussi vite, Mm. juste parce qu'on a atteint une taille critique et que le marché peut pas absorber plus. En fait, comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc quand à un moment donné on tape un plafond de verre, et ben dans ce cas-là, il faut faire autre chose si on veut pouvoir continuer. Ouais, hyper intéressant. Comment tu... Alors, je sais pas si je peux te poser cette question comme ça, tu vas me dire si on peut y répondre en quelques lignes, en quelque sorte. Comment tu fais pour déterminer que ce produit-là a un potentiel intéressant, tu vois, est-ce que ce produit peut devenir, entre guillemets, ma vache à lait? Et inversement, comment je fais pour
définir, oups, en fait, ce produit, je l'adore, mais c'est pas forcément celui qui est le plus rentable. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est bêtement plaquer les chiffres, en fait, et se confronter à la dure réalité du tableur. Et donc, de mettre des hypothèses de vente, que ce soit en volume déjà, Mhm. mais aussi en valeur, donc le prix du produit qu'on compte vendre, ce qui te donne déjà un chiffre d'affaires estimé. Ne pas perdre de vue ce qu'on évoquait précédemment, à savoir les modes de règlement, parce que tout le monde ne paye pas en une fois. Tu vas peut-être encaisser plus tard. Tu vas peut-être aussi avoir des retours, des annulations, surtout si tes conditions générales de vente le permettent. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi. On affiche un chiffre d'affaires Mhm. brut, mais avant éventuelle remise, avant éventuel retour, etc. Donc, Ok. plaquer les chiffres, les poser, voir s'ils sont réalistes, les, parce que tu vois, tu me dis, je veux faire un lancement à 100 000, je veux Mhm. faire 100 ventes à 1 000 euros. Ok, 100 Ouais. ventes, très bien. Mais comment tu vas aller chercher tes 100 ventes? Déjà, il va peut-être te falloir un closer qui va devoir prendre à sa charge une centaine d'appels. Enfin, non, ça c'est les ventes. Donc, il va devoir Oui. prendre une centaine d'appels. Donc, peut-être qu'il ne te faut pas un closer, il t'en faut deux. Enfin, tu vois, donc tout de suite, tu commences à raisonner, ok, quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin pour Mhm. atteindre cet objectif de chiffre que je me suis fixé? Et souvent, ça permet de redescendre un petit peu sur terre. Si le test, à l'issue de ce petit calcul, c'est probant, ben go, il faut y aller à fond même. Sous réserve d'avoir mis des hypothèses réalistes quand même. Ok, ouais, hyper clair. Je rebondis sur cette, cette chose-là, c'est-à-dire que en gros, on va précalculer ce que ça peut nous coûter, ce que ça peut nous rapporter. Et il y a cette notion que tu as citée qui est, euh, il y a les objectifs de résultat. Bon, on n'a pas forcément comment dire, euh, de prise dessus, c'est-à-dire que bah, ça va dépendre de l'économie, ça va dépendre du moment de l'année, de la saisonnalité, de plein de choses. En ce moment, on est en train de vivre un peu une période un peu de crise, donc on le voit hein, d'ailleurs sur le marché de l'infoprenariat au moment où on tourne Mhm. cet épisode en début 2023. Euh, il y a quand même un petit ralentissement des ventes et de l'économie. Bon, ok. Donc ça, c'est un petit peu les facteurs externes sur lesquels en fait on n'a pas de prise. Et donc mon résultat final, je ne peux pas vraiment le contrôler. Donc, par contre, ce que j'entends, c'est d'aller poser, entre guillemets, bêtement sur mon tableur, quelles sont les actions sur lesquelles j'ai des contrôles et qui peuvent, en fait, venir jouer directement sur le résultat final que je ne contrôle pas. Et comme on a le regard finance ici, l'idée, c'est de venir poser bah, des ressources qui potentiellement coûtent de l'argent, donc un closer, un copywriter, de la publicité, etc. Je me dis combien ça coûte. Si je fais tant de ventes, combien ça va me rapporter? Est-ce que si je mets comment dire, ces ressources-là, cette quantité de ressources-là, combien je peux espérer en fait vendre grâce à ça et entre guillemets calculer le retour sur investissement, comme on dit, de cette manière-là. Il y a le retour sur investissement et de manière défensive aussi, de s'interroger sur sa trésorerie et de savoir si elle va être Mhm. suffisante parce que, tu vois, si je prends un autre exemple, un exemple d'organisation de séminaires physiques, Oui, présentiels, qui vont engendrer des coûts assez importants, mais surtout des coûts qu'on va devoir décaisser oui, pour une certaine partie avant la tenue de l'événement. tout Alors à que fait. l'encaissement, idéalement, il y en a une partie avant, enfin, évidemment, mais il y aura peut-être certains encaissements qui interviendront plus tard, en fait, Mm. ou des gens qui payent en plusieurs fois, etc. Donc, si tu dois être amené à payer une location de salle et de verser un acompte de, mettons, 30% de la salle, mais que tu n'as pas de certitude sur est-ce que mon lancement va fonctionner, est-ce que je vais faire autant de ventes qu'attendu, tu te mets quand même pas mal en risque. Donc, ça aussi, ça s'anticipe et il faut constituer son matelas de trésor pour que ce soit pas une source de stress, Mm. parce que ça peut le devenir. Ok, on en Et revient à ce matelas de trésorerie. c'est ça. Et puis, cette notion de prévisibilité Mm. aussi, d'anticiper les choses et pas utiliser uniquement une boule de cristal et le doigt mouillé et de se dire, allez, Inch'Allah, ça va passer, quoi. Oui, oui, Mm. oui, c'est ça, c'est oh, je le sens bien, j'ai la bonne intuition. Alors, c'est important aussi hein, en entrepreneuriat, cette Oui. intuition. Je pense qu'elle a toute sa place.
Mais en effet, ça peut pas suffire en fait. C'est Non, vrai il que c'est faut un la petit. contrebalancer en Ouais, fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est purement rationnel va pas impulser une dynamique au c'est ça. business et va peut-être être trop frileux. À l'inverse, un chef d'entreprise qui est que visionnaire et que intuitif, on va dire, risque d'avoir un retour sur terre un peu brutal. Mm. Donc c'est bien de contrebalancer. Donc tu parlais d'OBM, entre autres, c'est des profils beaucoup plus structurés, rationnels, voilà, qui délivrent et qui vont faire office un peu de contrepoids, C'est un petit ça. côté yin et yang, tu vois. C'est nécessaire. Oui, complètement. Oui, oui. On a besoin de profils comme toi et moi dans les entreprises, clairement. On prêche pour notre paroisse. Exactement. Ok, merci beaucoup Arnaud. Du coup, juste pour résumer ce que j'entends sur la réponse à cette problématique, qui est, en fait, je suis tout le temps dans ma roue du hamster. Tu sais, c'est un peu la rat race de l'entrepreneur, hein. On entend parfois cette expression. Mhm. La réponse, entre guillemets, un peu concrète côté finance qu'on peut faire, c'est regarder d'abord définir les objectifs, redéfinir nos objectifs. En fait, c'est pas forcément réponse finance pour le coup, mais premièrement, regarder pourquoi on fait ça, pourquoi on est dans cette roue du hamster et ajuster du coup les actions en fonction des objectifs. Et puis, la réponse financière, c'est aller regarder la rentabilité et les coûts des produits que l'on vend et se détacher peut-être un petit peu émotionnellement de certains produits qu'on adore pour se concentrer en tout cas un temps sur des produits qui peuvent rapporter réellement à l'entreprise et justement amener ce matelas de sécurité pour permettre ensuite d'aller investir dans des projets ou des produits un peu plus cœur, quoi, qu'on a vraiment envie de faire de manière plus émotionnelle, on va dire. Absolument. Ouais, l'objectif, c'est de pouvoir réaliser sa mission et d'impacter le monde le plus longtemps possible. Et ce serait dommage que le projet ne voit pas le jour, ou du moins disparaisse rapidement, encore une fois, à cause d'une mauvaise gestion. C'est ça. Alors, il y a un autre sujet qui me vient, en fait, c'est des fois l'entrepreneur regarde pas nécessairement au bon endroit. On va parler de faire un nouveau lancement. Et j'ai un exemple concret là chez un client qui me parle de lancer un produit qui va lui générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais Ouais. dans le même temps, il a son produit précédent, son précédent lancement, pour lequel il a des impayés assez conséquents, qui se chiffrent à, on va dire pour simplifier, au double du lancement qu'il attend de faire prochainement. Donc en Waouh, fait, ok. moi, mon point, c'est de lui dire, écoute, avant de te lancer sur un lancement qui est somme toute hasardeux, qui peut très bien performer, qui peut aussi mal performer, en plus, tes attentes de chiffre d'affaires, ce n'est pas des attentes de marge, donc c'est-à-dire que ton chiffre d'affaires théorique, bah, en fait, il faut le revoir un peu à la baisse, enfin, ce qui va rester à la fin, il faudra le revoir à la baisse, Mm. alors que en parallèle, tu es assis sur un volume d'argent à collecter qui, pour le coup, est censé être acquis et que tu laisses dormir en n'allant pas à la chasse à tes clients qui ne te payent pas. Ouais. Et donc, plutôt que de mettre 100% de ton focus sur le lancement hypothétique d'un nouveau produit, est-ce que tu n'aurais pas intérêt aussi à regarder, à bien collecter l'argent qui dort et qui est chez tes clients au lieu d'être chez toi? Et cette notion de cash collection, elle est souvent assez ignorée, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que ça mérite d'être surveillé. Ok, c'est hyper intéressant. C'est vrai que aller chercher là où il y a de l'argent, quand justement on a aussi besoin d'aller remplir le besoin en fonds de roulement, etc., eh ben, ça peut aussi être dans la collecte de ce que nous doivent les clients, quoi. Et ouais, et on va avoir cette tendance à aller à l'étape suivante par défaut. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on dit depuis le départ, c'est en fait prendre le temps. Prendre le temps de mettre à plat, de regarder ce qu'il y a. Et en fait, avant d'aller au prochain projet, même si c'est très excitant d'aller au prochain projet, il y a peut-être des choses à faire structurellement, financièrement avant, pour être plus, comment dire, plus à l'aise, ouais, c'est ça, être plus serein. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Être plus serein pour mener les projets suivants. Et du coup, ça permet après d'aller mener un projet un peu plus de cœur. Mais si ce projet rapporte pas vraiment, on joue pas sa vie, quoi. C'est-à-dire, on a pérennisé un peu l'entreprise Bah, avant. c'est ça l'objectif, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs, et moi, c'est l'objectif quand je les accompagne, c'est vraiment cette pérennisation de Mm. l'entreprise.
Il s'agit pas juste d'intervenir, de faire un coup pendant 1 an, 2 ans, 3 ans C'est ça. post-Covid, et ensuite mettre la clé sous la porte et de se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mm. En plus, je trouve que l'industrie est un peu trompeuse et manipulatrice. On met encore une fois toujours en avant le chiffre d'affaires et on met en avant toutes les success stories. On met rarement en avant tous les échecs qu'il peut y avoir. Et il y en a beaucoup, il y en a même malheureusement plus en fait que de succès. Et ces échecs-là, comme on communique pas dessus, comment dire, D'habitude, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais dans notre industrie, on ne parle pas des trains qui arrivent en retard. voilà, c'est ça. C'est un peu comment dire, la face cachée où on va voir les chiffres, ah ouais, 100K, 200K, etc. Euh, mais on n'est pas sur du long terme en fait en pensant comme ça. C'est un peu la problématique. En fait, ce que je voudrais, c'est alerter l'audience sur le fait qu'il y a quand même un risque que l'activité ne fonctionne pas. Mm. Et moi, ma mission, c'est de pérenniser le business. Donc voilà, Mais garder en tête cette pérennité. c'est cette notion de long terme en fait Voilà. qu'on n'a pas forcément sur la communication des success stories dans notre industrie. C'est pas quelque chose sur lequel on communique trop. Alors quand même un petit, j'ai l'impression de plus en plus. Je vois de plus en plus, alors est-ce que c'est parce que je m'y intéresse? Je ne sais pas, mais d'entrepreneurs business qui quand même viennent sur ces notions de long terme, on est là, on n'est pas là pour 6 mois, 1 an, on est là pour rester 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc il y a un peu cette notion pas de ralentissement, c'est pas le mot, mais plus de slow, quoi, tu vois, on y va quand même à un rythme un peu plus humain. Là où c'est vrai que pendant le post-Covid, enfin Covid et post-Covid, on était dans une dimension de on y va all-in et on s'arrête jamais, on fait de la croissance sans s'arrêter, etc. Bah, en fait, l'industrie, elle est quand même assez jeune. Elle a eu une forte croissance. On pourrait penser à la croissance même physique d'un enfant qui passe à l'adolescence, qui se met à pousser tout à coup. Sauf que là, on est rentré dans une phase de maturité C'est ça. où il faut se structurer, il faut se professionnaliser. Et malheureusement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et seuls les plus professionnels survivront et resteront sur le long terme. Il y a un petit côté winner takes it all, tu vois, genre Complètement. si t'es le meilleur, tu vas accaparer tout le marché, mais si t'es juste moyen, eh ben potentiellement tu vas sortir du jeu. C'est ça. Mais complètement d'accord avec ça. Yes. Antoine, est-ce que tu peux nous dire ce que peuvent apporter la mise en place de process et la mise en place d'automatisation dans ce cas de figure? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Bon, tout d'abord, merci Sonia, parce que c'est un cas qui me parle beaucoup, parce que même si j'ai pas encore d'équipe, je suis à peu près dans cette phase-là. Ok, J'ai moi aussi une liste plus longue que les 2 bras de backlog, qui ne sont pas du tout des tout doux. Donc ça me c'est parle ça. beaucoup. Là-dessus, moi, je définis 2 approches. Une approche que j'appelle en jargon Kaizen, qui veut dire amélioration à petits pas, qui consiste à réfléchir sur l'angle, qu'est-ce que j'aime faire, où est-ce que je suis bon, et finalement, quelle est ma plus haute valeur ajoutée. Mm. Moi, qu'est-ce qu'il y a que moi que je puisse faire, et que moi qui sais faire ça. Ok. Et évidemment, quand je fais des tâches qui ne sont pas dans cette valeur ajoutée, c'est comment je les enlève. Donc, c'est comment soit je les supprime complètement parce qu'elles n'ont plus rien à faire là, Oui, soit comment je les délègue, soit comment je les automatise, d'ailleurs plutôt dans l'autre sens, soit comment est-ce que je peux les automatiser, comment je les délègue, etc. Ce qui après soulève la question de comment je suis le fait qu'elles sont déléguées, etc. Problématique, on va en parler juste après. Tu as dit quelque chose dans un truc qui est très intéressant, tu dis je comprends pas pourquoi mon équipe elle fonctionne pas toute seule. Bah justement, comme dirait ce cher centurion à Astérix. Bah justement, pourquoi mon équipe ne fonctionne pas toute seule, c'est exactement la question qu'il faut se poser, et c'est là où il faut mettre les mains dans le cambouis, et c'est là où il faut aller leur parler, et aller simplement faire un inventaire de quelles sont les demandes qui me reviennent le plus souvent, pourquoi elles me reviennent, est-ce que c'est pas clair, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la procédure, est-ce que parce qu'il y a que moi qui peux le faire, est-ce qu'il y a vraiment que moi qui peux le faire au final, etc., 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 etc. ok. C'est vraiment ce travail-là. Alors, c'est un petit peu un travail de fourmi, hein, vous remarquerez. Et ça, c'est un truc qui se fait au jour le jour. Est-ce que c'est à moi de le faire? Oui, non. Est-ce que je peux le déléguer? Oui, non, je peux le déléguer, ça dégage. Et si vous dites non, je ne peux pas le déléguer, reposez-vous la question. Est-ce que vous ne pouvez réellement pas le déléguer?
ok. À part sur des sujets très très spécifiques de peut-être de relations clients et encore d'extension business ou de pensée à très long terme, vous pouvez déléguer quasiment l'intégralité de votre business. C'est comme ça que fonctionnent les grandes entreprises en passant. C'est Et ce que j'ai j'allais dire, oui. Il y a des entreprises qui délèguent, enfin, les plus grandes entreprises délèguent la gestion, hein. Il y a des bien sûr, directeurs généraux, bah, ils ont toute bien la sûr, charge du business, quoi. bien sûr, et voilà, c'est une évidence. Mm. Une évidence. Et eux-mêmes, les directeurs généraux, n'ont pas toute la charge, n'ont pas toute la charge de ce qu'ils ont à faire. Ils ont des directeurs qui délèguent blablabla, et qui Tout à arrivent au fait. final au terrain. Donc c'est des chaînes de délégation et ça fonctionne très bien pour eux. Donc, pourquoi pas pour vous. Et il y a juste une méthode que j'aimerais te partager, que j'adore, qui vient d'Elon Musk, hein, qui est un de mes héros, même si celui-là il est réel. Il y a une approche qui est très 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 intéressante sur justement comment gagner du temps et comment faire en sorte que toutes les demandes qu'on me font d'implémentation ne deviennent pas trop un énorme bordel. Très simplement, elle tient en 5 points. Et c'est très drôle. La première étape, c'est, en anglais, ça se dit make your requirement less dumb. C'est-à-dire, en gros, faire en sorte que la demande qui t'est soumise soit un peu moins bête. Spécifiquement, si la demande vient d'une personne intelligente, parce qu'on va jamais penser à challenger ça. Pourquoi? Parce qu'en général, quelqu'un dit j'ai besoin de ça, et on se dit ah, c'est une bonne idée. Et on se demande pas pourquoi il a besoin de ça, et on va pas creuser. Mhm. Deuxième étape, et là pour le coup c'est du génie, c'est faire absolument tout en notre pouvoir pour supprimer le besoin ou supprimer le process qui va être implémenté. D'accord. Ça paraît hyper contre-intuitif, mais c'est le vrai truc. Troisième étape, et seulement là on commence à optimiser, à simplifier. On va essayer de gagner du temps sur le process, etc. Quatrième étape, c'est ce qu'on appelle accélérer le cycle time. En fait, c'est livrer le plus en vite pour voir comment ça se passe. Et cinquième étape, c'est automatiser. Cinquième étape, c'est automatiser. Ok. Et il y a vraiment un sens. Je vous donne un cas réel que j'ai eu avec un de mes clients il n'y a pas longtemps. J'ai un coach d'un de mes clients qui vient de me dire, Antoine, il y a des gens qui remplissent des formulaires et que je reçois par email, j'ai besoin d'avoir le nom du coach dans l'adresse pour Mhm. savoir à qui c'est. Je dis, ok, bon, super. Première étape, ok, mais pourquoi t'en as besoin? Ok, donc on creuse. Bah, parce que du coup, moi, ça me permet de savoir qui c'est, pas perdre de temps, etc. Machin. Donc là, deux choix. Ok, soit je vais automatiser un truc qui va récupérer le truc de forme stack, qui va l'envoyer dans ta bouche. Wow! Hey, non, stop. Deuxième étape, remove. Mais pourquoi t'en as besoin finalement? Ah, parce qu'en fait, je sais pas quels coachés sont les miens, sont pas les miens. Tu sais pas lesquels sont les tiens, mais t'as pas l'info avant? Bah non, j'ai pas l'info. Tu sais pas où récupérer l'info? Bah non, je l'ai pas. On te l'a dit pas. Non. Ah, intéressant. Et du coup, si on te l'a dit, t'en as besoin ou pas? Bah en fait, non, j'ai pas besoin. Bouge pas, j'arrive. On est passé d'un truc qui allait être une usine à gaz à Ouais. un truc très simple. Et il y a une phrase d'Elon Musk qui est géniale qui dit si vous enlevez pas, en fait, il faut enlever vraiment énormément de trucs. Et si parfois vous ne remettez pas un petit peu de ce que vous avez enlevé, vous n'enlevez pas assez. Si Mm. dans 10% des cas, vous ne remettez pas, vous n'enlevez pas assez. Donc, ça mène vraiment vers une simplification un peu à l'extrême, mais les business les plus efficaces sont des business simples. Ok, pas la Complètement. peine, au niveau entrepreneuriat, etc. On n'est pas sur des groupes de 500, 300, 100 personnes. Keep it simple and stupid. C'est ça vraiment qui va vous sauver, que je trouve. Et Euh, je rebondis rapidement, ça me fait penser à deux concepts. Enfin, en tout cas, ça me fait beaucoup penser au côté design et UX. C'est-à-dire qu'en fait, en UX, UI, on fonctionne énormément comme ça. On va vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut enlever en fait pour simplifier. Et seulement après, on va aller se questionner sur, OK, qu'est-ce qui manque en fait? Parce que là, on a tellement enlevé que ce serait bien de mettre un petit bouton pour que les gens puissent se connecter, par exemple. Quand même, Euh, ouais. Et ce serait utile. ça me fait beaucoup penser à la notion de MVP, Oui, alors, qui veut dire Minimum Viable Product. Moi, j'appelle ça Minimum Viable Process. C'est oui. qu'est-ce qu'il faut au minimum pour que ça fonctionne. Et après, on verra si on veut rajouter des trucs. Mais au démarrage, gardez-le le plus fin et le plus léger possible. Et Mm. si personne ne vous demande rien, bah, essayez d'en enlever un petit peu pour voir ce qui se passe aussi. Parce que vous avez un truc beaucoup plus simple. Ok. Et du coup, vous allez gagner beaucoup de temps sur est-ce qu'il faut absolument que je valide le machin qui m'a dit que, est-ce que absolument, etc., etc. Vous allez pouvoir vraiment vous dégager du temps par rapport à ça. Ça, c'est l'approche très petit pas. L'autre approche, qui est voilà, plus gros au-dessus, c'est de dire simplement, en industrie, on avait un dicton qui disait, en planification de production, quand tu as un problème de mix, donc quel produit tu dois faire, c'est que tu as un problème de capacité. D'accord. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez de capacité, bah, finalement, tu peux pas produire ce que tu veux. Tu es obligé de galérer, quoi, en résumé. Et donc, la question, c'est
Si toi, tu es absolument coulé, comment veux-tu faire grandir le chiffre d'affaires si c'est ta responsabilité? Parce qu'il y a un truc qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu dis, j'ai peur, Mm. comment je vais pouvoir faire grossir le chiffre d'affaires? Donc ça implique que c'est la responsabilité du CEO de faire Mm. grossir le CA. Est-ce vraiment la responsabilité du chiffre d'affaires? Hein? Parce que peut-être qu'on peut se dire, bah, finalement, c'est à mon équipe commerciale qui est responsable de faire ça, et du coup, je me déporte de cette responsabilité. Alors, c'est un peu une fausse réponse, parce que ça reste quand même, finalement, le CEO qui doit faire. Mm. On est d'accord. Mais si vous déportez cette problématique-là sur des équipes dont c'est le métier, dont c'est le cœur de métier, qui sont bonnes là-dessus, etc., vous allez résoudre une problématique. En gros, comment vous levez le goulot, et dans ton défi, le goulot, c'est vous. Oui, Voilà. Ah, oui, mais oui, voilà, hein, c'est c'est complètement souvent, ça. ouais, c'est souvent l'entrepreneur en voie de devenir dirigeant, donc qui est vraiment dans cet apprentissage de ce nouveau métier finalement, qui est le goulot d'étranglement au départ, ouais, complètement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est n'oublions pas qu'on parle de process et d'automatisation. Dans ces espaces-là, oui, on va faire gagner beaucoup de temps. Pas nécessairement l'entrepreneur en lui-même, parce que s'il a déjà délégué, etc., c'est à ses équipes qu'on va faire gagner beaucoup de Tout à temps, fait. et c'est à cet endroit-là qu'on va gagner beaucoup de marge. Mais en fait, on va plus faire gagner de l'expérience client, ce qu'on appelle reliability en anglais, c'est de la façon d'être toujours fiable en qualité, etc. Et on va pouvoir dégager du temps à la personne pour pouvoir faire autre chose. Ok. Mais du coup, ça veut dire qu'on enlève l'entrepreneur de l'équation, enfin, de l'équation du fameux goulot étranglement, Oui, et qu'il en devient plus un, enfin, il n'est plus quoi. c'est plus lui le problème. Voilà, merci, c'est plus le problème. Plus le Yes, goulot. exactement. En gros, si je résume dans ce cas de figure, dans ce défi-là, la réponse que tu apportes toi, et en fait c'est un peu la réponse que j'ai entendue finalement déjà depuis le départ, qui est euh, on se pose des questions. Donc déjà c'est un peu la chose intéressante là que je note si tu veux par rapport à ce que tu proposes, c'est avant d'aller mettre en place des process, des ci, des là, des recrutements, des délégations, de tout ce qu'on veut. En fait on se pose des questions sur est-ce que c'est utile, pourquoi, comment. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux simplifier? Avec vraiment cette vision d'essayer d'être au plus simple possible au départ. S'il faut rajouter après, on rajoute. Et là, on va être dans un questionnement un peu plus quotidien. C'est-à-dire que dans les précédents défis, on a plutôt parlé de vision un peu macro, de qu'est-ce qu'il y a globalement dans le business, on a mis à plat. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, sur la structure sales, comment elle est fichue, etc. Là, on va en fait avoir, j'ai l'impression, un regard encore plus approfondi, encore plus niché en quelque sorte, qui est OK, on a des process. Par exemple, je vais prendre le pôle sales. On a les process, on sait comment on fonctionne, entre guillemets. Tout va bien, mais on est quand même un peu dans cette roue du hamster qui fait que tout le monde est un petit peu dans le rush tout le temps. Donc là, on va vraiment aller regarder ce que font les collaborateurs en détail en fait, et se questionner sur qu'est-ce qui est en trop, qu'est-ce qu'on pourrait enlever, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on le fait pas différemment, etc. En gros, Mm. c'est la réponse que j'ai entendue. C'est un peu ça. Et la seconde partie à la réponse, c'est que parfois il y a des choses qui vont vous prendre beaucoup de temps à vous et qui en prendront beaucoup moins de temps à d'autres. Même si vous adorez faire ça, vous ne pouvez pas être excellent partout. Et oui. Et il y a encore un deuil à faire pour l'entrepreneur, qui est de dire que bah il peut pas tout faire et qu'encore une fois, il va devoir laisser la main à certaines choses. Malheureusement, il a le choix de pas la laisser, mais ça veut dire qu'il va automatiquement se caper à un niveau. Oui, c'est ça. Mm. C'est un peu l'histoire de Bill Gates qui construit son ordinateur dans son garage. Maintenant, Bill Gates, il fait plus, hein, il fait plus en même temps dans son garage. Il y a un peu ça. Il y a vraiment Ouais. cette notion-là. Qu'est-ce que je peux déléguer et comment je peux, voilà, Mm. comment je peux m'extirper du goulot d'étranglement que je suis devenu. Voilà. Hyper intéressant. Question de choix. Tout à fait. Ça me fait penser en fait à un concept que tu dois peut-être connaître, qui est celui de Company of One de Paul Jarvis. Je ne sais pas si tu connais, Je connais le nom. qui propose en fait cette vision justement de garder un business le plus simple possible. C'est en fait que ce soit entre guillemets un business à taille humaine, d'où Company of One. Company of One, ça ne veut pas dire que c'est un business de solopreneur. On peut très bien avoir une entreprise avec 20, 50 ou 100 salariés et être
une compagnie of one parce qu'en fait, on a vraiment, travaillé à la simplification des process, de la manière de fonctionner, etc. Et c'est un peu aussi un peu comme un lifestyle et c'est un mindset. J'avais interviewé Marc, qui est le directeur des opérations de Marketing Mania, que tu dois certainement connaître, et qui me disait, en fait, nous, dans la boîte, on a toujours le fonctionnement solopreneur. Donc, dans les process, dans le mode de fonctionnement, etc., évidemment, ils ont maintenant une façon de travailler qui est sur les, comment dire, les niveaux dont on parle aujourd'hui. En revanche, dans le mindset, ils sont toujours en train de se demander comment on pourrait faire ça à la sauce solopreneur. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils gardent toujours un peu ce minimalisme qui permet de simplifier le quotidien et qui, du coup, est assez intéressant. J'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est une loi qui est malheureusement très connue des managers, qui s'appelle la loi de Peter, mais je suis pas sûr du nom, faut que je la revérifie, qui dit qu'en fait, toute personne, au bout d'un certain temps, va se recréer du travail et va se recréer jusqu'à 30% de travail en plus, là où il n'avait absolument pas besoin. Et le deuxième, c'est ce que tu as dit juste avant, on parle énormément, tu parles de choses très très, alors je ne vais pas utiliser le terme, très très épurées, etc. Mm. Ceux qui sont familiers l'auront reconnu, je suis à la base un ingénieur amélioration continue et je suis un ingénieur qu'on appelle Lean, qui est une Oui. méthode d'amélioration continue, hein, qui vient de Toyota, du TPS, etc. Et Lean en anglais, ça veut dire quoi? Alors oui, ça veut dire se pencher, mais c'est pas le terme qui est équivalent. Lean, à la base, ça vient de quand les Américains sont au Japon et qu'ils ont ramené la méthode en Amérique. Ouais. C'est les mecs de Harvard qui ont décidé qu'ils allaient appeler ça Lean. Alors Lean, c'est opposé c'est parle en fait du régime d'un moteur. En anglais, quand un moteur consomme trop de carburant, on dit qu'il est fuel rich. Ok. Qui run rich, là qui va être trop consommé de carburant, trop consommé d'énergie. Et un moteur qui roule pile au bon niveau avec les bons ratios, on dit qu'il run lean. Ok. Et ce que tu expliques, c'est exactement ça. C'est comment je fais en sorte d'avoir la bonne énergie, la bonne quantité d'énergie, les bonnes actions au bon endroit, au bon moment. Et en général, ça passe par écrémer, écrémer, écrémer et écrémer constamment. On ne peut pas s'arrêter d'écrémer parce que tout le monde va se recréer des micro-process, des micro-boucles qui vont prendre énormément de place mentale. Là où finalement, quand on écrème régulièrement, eh ben, on les enlève. Ça fait un peu, je fais le ménage, mais si vous laissez trop longtemps votre organisation un peu grossir de façon incontrôlée, je vous garantis que dans n'importe lesquels de vos postes, et même chez vous, à moins de faire le ménage régulièrement, il y a des petits trucs qui viennent se créer, se coller, de machin. Et une des façons de les repérer, qui est très très drôle et assez horrible, c'est de demander aux personnes pourquoi elles le font. Et il y a une réponse qui doit absolument vous mettre la puce à l'oreille, c'est la fameuse « on a toujours fait comme ça ». Quand quelqu'un vous dit on a toujours fait comme ça, 9 fois sur 10, et je suis gentil, il y a un loup. Ouais. Et en général, elle l'a fait une fois comme ça, et elle sait plus pourquoi. Voilà. Complètement. Mais oui, c'est encore une fois se questionner, quoi. Toujours, c'est la base. Posez-vous des C'est la questions. base. Exactement, posez-vous des questions. Super. Mais écoute, un immense merci pour Merci à le toi. décortiquage de cette situation. Et on se retrouve du coup dans un prochain épisode. Super, merci Sonia, à plus. Guillaume, la question pour toi, dans ce cas de figure, qu'est-ce que peut nous apporter la gestion de projet ou le management et qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Alors, pour moi, quand on en arrive là, déjà, c'est une bonne maladie. Ça veut dire qu'on a passé plein de choses avant. Donc, il faut quand même en être conscient. Ok. Et pour moi, après, ça devient un souci de délégation. C'est-à-dire que souvent, on a déjà une équipe en place. A priori, s'ils sont encore là, c'est qu'ils sont plutôt bons. Parce que sinon, surtout quand on travaille avec des freelances, à un moment, les contrats, ça se coupe. Oui. Même si c'est inquiétant, hein, mais ça se coupe. Et donc, en fait, pour moi, c'est un point de délégation et de responsabilisation des équipes. Et accepter aussi que ce sera peut-être un peu moins parfait que si on le faisait nous-mêmes, mais que c'est suffisant. Et par contre, ça n'empêche pas d'avoir ensuite les indicateurs de perf et les outils de monitoring, les outils de pilotage pour s'assurer que les choses sont faites en temps et en heure. Pour moi, c'est là où on va commencer à rentrer dans des problématiques d'outillage. Souvent, d'ailleurs, sur les précédents défis, on était quand même sur des entreprises qui avaient un petit peu moins de maturité. Et j'ai pas du tout parlé d'outils. Parce que pour moi, c'était pas forcément pertinent. Là, on va commencer à pouvoir mettre en place vraiment du pilotage d'activité au sens large. Et là, du coup, forcément, on va parler d'outils, on va parler de données.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des façons plus efficaces de se dire, je vais me connecter sur la boîte mail pour voir si tous les mails ont été répondus. Il y a des façons plus efficaces que ça pour voir si tous les mails sont répondus, quoi. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent de façon à avoir les taux de non-réponse, les délais moyens de réponse, etc. Il y a des choses qui existent. Pour moi, en fait, c'est un point de confiance. C'est-à-dire que si jamais l'entrepreneur fait encore plein de choses opérationnelles lui-même, c'est que soit il n'a pas la bonne équipe, et dans ces cas-là, il faut remplacer les personnes. Chercher à les accompagner, bien sûr, etc. Mais que si à un moment ça marche pas, ça marche pas. Et ou alors, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment en confiance pour déléguer. Et donc, soit que c'est pas les bonnes personnes, soit c'est qu'on a un entrepreneur qui est control freak, je sais pas comment je vais traduire en français, malade du contrôle. Enfin, j'en sais pas. Je pense que les gens comprendront. Hein. Enfin, okay. Ouais. Ok. Et dans ces cas-là, il y a un travail à faire sur soi-même. Globalement, on reste quand même dans des petites structures, pas dans des grosses. Donc, si jamais il y a des sujets qui s'accumulent et qu'à un moment il y a quelques cadavres dans le placard, on va les voir à un moment ou à un autre, parce qu'on est dans des petites structures. Je tiendrai un discours complètement différent dans une grosse boîte. Là, on est dans des petites structures. Le cadavre dans le placard, on va le voir à un moment. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein. Ouais, c'est qu'on n'a pas un placard très très grand, quoi, tu vois, pour aller cacher des trucs dedans. C'est ça. Il n'y a pas la salle sur demande d'Harry Potter. Donc à un moment, ça se voit. Après, il faut avoir conscience que c'est bien fait. Donc là, moi, souvent, c'est là où je vais travailler avec quelqu'un qui va mettre en place les outils de pilotage et les outils de monitoring de l'entreprise. Souvent, je fais appel à ce que j'appelle un ingénieur process. Par exemple, moi, je travaille régulièrement avec Antoine, que tu connais. Et qui est dans cette saison. Oui. Qui est dans cette saison. Oui, c'est vrai. Je travaille régulièrement avec Antoine, où on définit qu'est-ce qui fait que l'entreprise, quels sont les indicateurs d'une entreprise en bonne santé, quel est l'objectif à atteindre, quels sont finalement les indicateurs qui vont faire que on commence à dévier du standard, pas qu'on est en dehors des clous, mais qu'on commence à le dévier. Je vais donner un exemple. Je reprends celui de tout à l'heure. Si on est sur un délai de réponse, on veut que tous les clients aient une réponse en 24 heures. On va piloter le temps de réponse. Là, tout va bien. On pourrait se dire, je suis à moins de 24 heures, je suis à 22 heures, la case est cochée. Très bien. Sauf qu'en fait, moi, je vais le piloter de façon un peu plus fine. C'est-à-dire que je vais objectiver l'équipe sur, par exemple, 18 heures. Et l'équipe sera objectivée là-dessus. Comme ça, on surdélivre, le client est content. Et par contre, je vais commencer à avoir des systèmes d'alerte qui vont me dire, attention, on a dépassé les 20 heures. Ça veut dire qu'on se rapproche de la limite intolérable. Comme ça veut dire que, ok, on peut, là d'un seul coup, l'indicateur me le dit, je m'en rends compte, on se dit, ok, est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que c'est ponctuel? Tiens, on a eu une grosse opération commerciale, forcément il y a un pic sur la bande passante, bon, très bien. Ou est-ce que c'est un problème qui devient pérenne? Et dans ces cas-là, il faut qu'on travaille avec la personne en charge du périmètre sur comment est-ce qu'on fait pour revenir dans un indicateur plus acceptable et s'éloigner de la zone rouge, soit par de la formation, soit par une nouvelle ressource, soit par des nouveaux outils, peu importe. Donc moi, là vraiment, on arrive vraiment dans la partie indicateur pur et dur, et c'est ces indicateurs-là qui deviennent finalement un objectif pour que les gens avec qui on travaille soient capables de se dire oui ou non, je suis dans les clous. Ça, c'est hyper important. Et donc là, des indicateurs, on peut en mettre sur tous les métiers. Hein. Par exemple, tu vois, typiquement, quelqu'un qui est au support client, les temps de réponse. Ou également le nombre de retours sur les emails. C'est-à-dire qu'on a une demande, si d'un seul coup, pour la traiter, il a fallu faire 5 allers-retours, qu'est-ce qui se passe? Les commerciaux, ça pourrait être bien sûr leurs chiffres, mais aussi des rétractations. Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a un commercial qui peut rentrer dans la survente, ce qui est un problème à la fois en termes de traitement en interne, ça coûte extrêmement cher de la survente. Ça coûte extrêmement cher. Et ça dégrade l'image. Donc ça dégrade un actif intangible, mais ça reste un actif, l'image. Donc voilà, on peut vraiment mettre des indicateurs de performance partout. Alors bien sûr, dans le marketing, c'est un peu plus évident, mais en réalité, on peut en mettre absolument partout. Donc pour moi, on arrive vraiment sur du pilotage de l'équipe à la performance pure et dure avec des indicateurs qui sont chiffrés, et moi j'aime bien les rendre accessibles en permanence à tout le monde. Oui, complètement. Complètement, voilà. oui.
Parce que très souvent, on va avoir des bilans qui vont être faits toutes les semaines, 2 semaines, mois, peu importe. Et j'ai pas de problème avec ça. Par contre, il faut que les gens soient capables de se dire, est-ce que je suis dans les clous, oui ou non, Tout à fait. au quotidien. Complètement. Et alors, il y a beaucoup de reporting qui se fait maintenant automatiquement, et tant mieux. Enfin, je veux dire, il y a aussi un certain niveau, tu vois, d'activité où tu peux pas aller traquer toute la performance à la main. Mais je trouve intéressant si on peut garder certaines métriques que chacun des collaborateurs, tu vois, vient reporter lui-même. Euh, Oui. je trouve ça génial en fait parce que du coup, quand tu fais du reporting sur ton sujet, en fait, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en fonction du moment où tu dois le faire, tu te rends compte en fait, comment dire, tu fais une corrélation entre le temps que tu as passé, l'émotion que tu as ressentie, oh là, en ce moment je suis chargée, ou ce genre de choses, et le chiffre en fait que tu viens reporter. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, soit on peut faire un peu de reporting à la main, c'est top. Soit le système est déjà un peu trop complexe pour ça. Et en effet, avoir une vision de toute façon complète sur reporting, je trouve ça en effet nécessaire. Ouais. Souvent, ce qui apporte beaucoup de confiance, je suis d'accord avec toi, ce qui apporte beaucoup de confiance avec à l'entrepreneur, ça va être effectivement d'avoir des... Moi, j'aime bien que l'entrepreneur puisse avoir une visibilité sur son entreprise en un coup d'œil. C'est-à-dire que avoir une visibilité macro, mais au début, ça suffit. Ça suffit à se dire, OK, tout va bien, ou là, il y a un sujet. C'est ça. Sur 1 à 4. Pour moi, ça doit tenir sur 1 à 4. Pourquoi? Parce que les indicateurs, on peut mettre des indicateurs sur tout et n'importe quoi. Tout à fait. Et après, le pire du pire, c'est de collecter de la donnée dont on fait jamais rien. Et ça coûte extrêmement cher de collecter de la donnée. Donc, pourquoi? Parce que derrière, il y a des systèmes de collecte de données qu'il faut payer, Tout à maintenir. fait. Enfin, voilà. Exactement. Donc, Les connecteurs, ce genre de choses. oui, les mecs, Zapier. C'est Après, ça. il faut alimenter les tableaux Airtable. Enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et donc, forcément, là déjà, prendre les données qu'on estime intéressantes, en faire un dashboard visuel. OK, là, je vois que globalement, tout va bien. Accepter aussi que même si globalement tout va bien, il y aura peut-être des petits détails qui n'iront pas de temps en temps et c'est pas grave. C'est un dommage qui est acceptable. Parce que oui, quand même, on a délégué plein de choses, donc faut pas oublier que les gens à qui on délègue, même s'ils sont très impliqués dans leur métier, c'est pas leur boîte. Donc, ils vont peut-être avoir un petit peu moins de sens du détail sur certains éléments que nous. Ça, c'est la nature. C'est la nature humaine. Et c'est la question, c'est toujours, est-ce que c'est suffisant, en fait? Pour moi, c'est l'éternelle question. Ça, c'est vraiment pour le quotidien. Et après, là, par contre, on s'équipe d'outils, de vrais gros outils de gestion de projet à côté pour gérer les projets de développement. Moi, je sépare vraiment les deux. C'est est-ce que l'entreprise va bien d'un côté, donc là, c'est vraiment les outils de pilotage. Oui. Et ensuite, c'est est-ce que l'entreprise ira encore mieux. Et donc là, c'est vraiment les projets de croissance. Ok, qu'on pilote sur des outils. Voilà, sur des outils. Alors là, il y en a plein. Il y a Asana, il y a Monday. Certains aiment bien Trello. Moi, j'aime moins pour plein de raisons. Mais voilà, quoi. C'est ça vraiment, les outils, il y en a beaucoup, beaucoup, quoi. Oui. Et d'ailleurs, ils sont pas tous payants. Par exemple, Asana, on peut faire énormément de choses en gratuit. D'accord. Des choses un peu comme ça. Asana, alors moi, je le connais pas personnellement très bien. Je l'ai un peu testé. Mais finalement, j'ai jeté mon dévolu sur ClickUp. Parce qu'il faut, c'est l'outil que je maîtrise le mieux. Mais c'est vrai qu'Asana a ce gros avantage, je trouve, d'être assez minimaliste et simple. Ouais. Et du coup, tu le prends vite en main. En plus, si tu dis qu'il est gratuit jusqu'à, tu vois, enfin, tu peux faire déjà beaucoup de choses dans la version gratuite. C'est un outil qui peut être intéressant. Je crois que tu peux avoir quelque chose comme 12 ou 15 collaborateurs gratuitement dessus. Ah oui. Donc tu déconnes pas, tu vois. Enfin, très vite, souvent, les outils passeront en version payante en fonction du nombre de sièges, quoi. Tout à fait. Et voilà. Okay. Et c'est important, la simplicité. Souvent, on se complaît à avoir des choses complexes en mode oui, mon entreprise du coup elle est complexe. Non, plus c'est simple, plus c'est robuste. Oui, donc plus c'est simple, plus c'est robuste, et moins on perd l'essentiel du regard. Donc les outils simples, c'est important. Oui, et puis tu vois, je précise un truc. Moi, parfois, j'arrive dans des entreprises où il y a des choses qui ont été faites déjà, des systèmes qui ont été mis en place, des systèmes de pilotage, de gestion, etc.
Et en fait, je veux dire, juste humainement, j'ai cette sensation d'être débile parce que je comprends tellement pas ce qu'il y a dedans. Et on a beau m'expliquer le système plusieurs fois et je demande à la fois à la personne qui l'a mis en place, à la fois à la personne qui l'utilise, etc. Et je suis en mode, mais je ne comprends pas, je ne sais pas comment fonctionne ce truc et je n'arrive pas en fait à le comprendre. Et je pense que c'est un bon indicateur. Si une nouvelle personne dans ton entreprise arrive et qu'elle n'arrive pas à comprendre, soit elle est débile, possible, hein, mais a priori, il y a 99% de chances pour que Que- ce soit que le système est trop complexe et qu'il faille le revoir. Ouais. Ouais. Et souvent, on se complaît dans la complexité, hein. Ouais, ouais, Vraiment en se complètement. disant c'est complexe, donc forcément c'est efficace. Non, non, Oui, mais plus non, c'est c'est simple, mieux l'inverse. c'est. C'est pas forcément intuitif, hein. Mais c'est un vrai sujet, ça. Mais je pense qu'on déconstruit pas mal de choses intuitives là, hein, depuis notre début d'échange. Alors les auditeurs l'auront en plusieurs fois, mais nous on enregistre en une fois. Et j'ai vraiment cette sensation que, en fait, à chaque fois on dit ouais, voilà, on pense qu'il faut faire comme ça, mais en fait non, c'est Ouais. plutôt l'inverse. Bah ouais, enfin, moi, je me rappelle toujours quand parfois on peut acheter des prestations de tunnels de vente, etc. Ce qui est Mhm. aussi une forme de recrutement, hein. Tu recrutes un Oui, freelance qui va générer un tunnel de vente chez tout à toi fait. et tout. Et en fait, moi, j'ai un vrai critère de choix, par exemple, sur ces profils-là. C'est qu'en fait, les mecs, quand ils commencent à m'expliquer le tunnel qu'ils vont monter, alors qu'ils ont pas compris, et qu'ils vont en plus te Mhm. mettre un gros marasme bien compliqué. En plus, j'ai une vraie patte marketing, hein. Mhm. Donc en plus, je comprends ce qu'ils me racontent. Et ils vont te mettre un marasme de trucs complexes, avec des parcours qui se croisent dans tous les sens, etc. Et en fait, et que derrière, ils ont pas fait le fondamental qui est de te dire, bah écoute, d'abord, on va commencer par comprendre ton prospect. Et puis, on va comprendre ses attentes. Et puis ensuite, on fera le tunnel adapté au prospect. Voilà. C'est qu'il y a un problème, quoi. Et en fait, souvent, la technicité est souvent fait pour noyer un sujet. Mhm. Euh, Moi, je fuis la complexité. Je la fuis vraiment. Mm. Hyper clair, merci beaucoup. Du coup, si je résume, quand on en est à ce moment où on est dans le run tout le temps, dans le day-to-day, dans l'opérationnel, et qu'on est dirigeant, hein, en tout cas en voie de le devenir, euh, la problématique, enfin la question, elle se résout par la délégation. Oui, Et pour lâcher prise en quelque sorte là-dessus, on va venir se rassurer avec un pilotage oui. qui va nous permettre de vérifier en quelque sorte, enfin de s'assurer que le travail est fait. Donc, pilotage à la performance. Est-ce que les KPI sont définis? Donc, du coup, ça veut dire qu'on va prendre le temps de définir, bah, en fait, pour moi, cette tâche-là, qu'est-ce qui indique qu'elle est réussie? En fait, c'est quoi? C'est intéressant aussi parce qu'on se détache un peu de l'émotionnel. Mm. C'est au-delà de la satisfaction personnelle en fait de la tâche faite, c'est qu'est-ce qui fait que cette tâche est réussie en fait. Et là, en fait, c'est marrant parce que c'est le moment où on dit souvent, ah oui, mais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on va identifier tous les cas un peu spéciaux qu'on se rend compte qu'il faut les rationaliser. Exactement. Et on a parlé de rationalisation sur le Oui. premier défi, Oui. et en fait, on reboucle. Et parce qu'en fait, c'est un éternel recommencement, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, on va amener l'entreprise à un endroit, puis ensuite, il va falloir la re-rationaliser, refaire de nouveaux projets, restructurer l'équipe, se réanimer sur une nouvelle ambition, refaire grandir, on va replafonner, on re-rationalise et on recommence le process, quoi. Donc, c'est un éternel Exactement. recommencement. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi la frustration de beaucoup d'entrepreneurs Oui. qui vivent notamment la situation qui est un peu adulé, hein, le fameux scale, Oui. donc l'hypercroissance. Et en fait, on se dit, ah, je savais pas que le scale c'était difficile, vivement que ce soit fini. Je crois que t'as pas compris que c'est jamais fini. C'est ça. Oui, oui. C'est rigolo. C'est une situation que j'ai vécue avec Aline, l'entrepreneur avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, avec qui j'ai fait mes armes en tant que directrice opérationnelle, enfin OBM quoi. Et en fait, quand je suis arrivée dans la boîte, c'était vraiment ce côté où elle me disait, oh là là, là on est en, elle découvrait, tu vois, on est en plein rush, mais bon, normalement, on finit ce projet, puis ça va aller beaucoup mieux, puis tu vas voir, même toi, tu pourras faire moins d'heures. Et en fait, ce moment, bien entendu, n'est jamais arrivé. Et c'est rigolo parce qu'il y a un moment, tu sais, elle a conscientisé ça, et où maintenant elle le partage même à son audience, puisque elle est coach business. Et elle le partage à son audience, elle dit non mais en fait les gars, quand vous ressentez ce moment-là, en fait ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. C'est Voilà. sûr. Donc préparez-vous. En fait, et en fait c'est à ce moment-là où il faut commencer à mettre des choses en place. En effet, quand on est en croissance, le rush ne se termine pas, mais c'est logique en fait, puisqu'en Bah fait oui. on est toujours en train de rajouter des choses. Donc Oui. Bah là, la prise de conscience que Aline a eue, moi, une des clientes avec qui je travaille, qui s'appelle Amel Castel sur la partie immobilier,
elle est là à cette étape de prise de conscience, tu vois. Ouais. Elle a fait ouais, c'est dur. Et après, elle a regardé la suite, elle a fait ok, ce sera jamais fini. C'est ça. C'est ça. Et du coup, pour moi, ça doit faire partie du choix aussi, tu vois, Oui, du scale et de l'hypercroissance. C'est-à-dire que, en fait, ça répond aussi à des questions de lifestyle parce que on n'aspire pas tous à ça, tu vois. oui, Il y en a qui aspirent à ça et c'est génial. Du coup, c'est des chefs d'entreprise qui vont faire de la grosse croissance et qui vont aller tout défoncer. Mais il y en a qui sont pas faits pour ça. Et du coup, c'est bien de le savoir, d'en prendre conscience parce que voilà, c'est beaucoup de travail, c'est fatigant, c'est éreintant. C'est même, tu vois, pour des profils comme Aline, je sais, qui adore ça. C'est un profil qui est capé, tu vois, pour ce genre d'hypercroissance. Mais malgré tout, elle vit pas dans le petit bonheur tous les jours, quoi. Donc, Hum, faut avoir les épaules, les reins, le mindset, tout ça, ouais. quoi. Et le pire, c'est quand il y a le mismatch, quoi. C'est-à-dire que souvent l'hypercroissance est presque, enfin il y a un petit peu une aura un peu dorée autour de ce truc-là, une très forte désirabilité autour de l'hypercroissance. Oui. Et en fait, dire bah non, finalement ça suffit là où on en est aujourd'hui, c'est souvent parfois c'est une vraie bonne réponse Bah ouais. parce que vouloir l'hypercroissance alors qu'on n'est pas prêt, alors on n'est jamais vraiment prêt, mais en tout cas qu'on n'a pas conscience des Oui. conséquences, ça a beaucoup de débordements pour l'entrepreneur parce que ça va demander énormément de travail, ça va demander d'être très souvent pompier. Du coup, ça va avoir des impacts sur son moral, sur sa vie perso, sur sa relation avec son conjoint, son conjointe, sa Tout relation à avec fait. ses enfants, ses amis, son cercle social. Et en fait, on se dit, ah ouais, c'est chaud, quoi. Euh, Tout à quand on est fait. entrepreneur, on vit sa boîte. Hein. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de dire, le vendredi soir, je pense plus à ma boîte, quoi. Donc, enfin, moi, j'en connais aucun. Moi non plus. Et plus on est en croissance, plus cet effet est présent. Mm. Donc, bon. Voilà, faut vraiment pas mismatcher et se dire je vais partir en croissance alors que finalement parce que c'est ce qu'on me dit qu'il faut faire alors qu'en fait Mm. c'est pas fait pour moi. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, après, pas hésiter à les tester, mais Ouais, mais on a voilà, le droit de dire aussi bah finalement j'ai testé, c'est pas pour moi. c'est ça. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour ce troisième et dernier défi. Merci pour tes éclairages et on se retrouve où on t'a déjà retrouvé, ça dépendamment de l'ordre dans lequel sortiront les épisodes, dans un autre épisode. Mais de toute façon, on te retrouve dans l'épisode final. Je tease un petit peu. Il y aura un épisode final où tu seras avec nous. Ça marche. À très bientôt. Ciao. Julie, j'ai une question pour toi. Dans cette configuration, qu'est-ce que je peux faire en termes de data, en termes de suivi des métriques? Alors, je pense que c'est une question de survie à un moment donné, Ouais. d'arriver à prendre de la distance Mm. et à pouvoir réfléchir sur sa stratégie. Ouais. Parce qu'en effet, quand tu es tout le temps donc t'es toujours en train de courir, tu ne sais pas faire grandir ton projet si tu es tout le temps en train de courir après ce qui se passe. Mm. Euh, donc, enfin, voilà, moi j'ai plein de trucs pour le moment. Ben, vendredi, je me suis mis ouvert toute la journée. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je fais juste ça. Je me concentre sur ma stratégie. Je réfléchis, j'établis mes trucs, je regarde ce qui s'est passé, je regarde ce que ça m'a apporté, je regarde ce qui m'a donné de l'énergie, ce qui m'en a enlevé, je regarde comment est-ce que je peux réorganiser les choses. Mais le fait de se poser à intervalles décidés auparavant, ça va être tous les 3 mois, etc., euh, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui me plaît dans ce qui se passe, ce qui me plaît pas dans ce qui se passe, Mm. ce qui me plaît plus dans ce qui se passe, vers où j'ai envie d'aller, je pense que c'est mais hyper important. Ça permet aussi de se refixer de nouveaux objectifs. Parce que Mm. les choses ont dû évoluer entre-temps. Et c'est important de pouvoir se refixer de nouveaux objectifs. Parce que ça permet de pouvoir garder le cap et voir si on évolue aussi en fonction de ce qu'on s'est fixé. Et ça, je pense que c'est important. Surtout quand on est quand on a une boîte qui évolue rapidement, Mm. c'est de pouvoir réfléchir aussi, OK, est-ce que je suis toujours alignée avec ce que j'ai envie de faire? Parce que mine de rien, tout peut très vite basculer. On peut être pris dans une espèce de torrent. Il se passe plein de choses. Et est-ce qu'on est encore maître de ce qui se passe finalement? Donc, j'aurais envie de dire que ça, c'est hyper important de se forcer à prendre ce temps parce que c'est hyper important pour sa propre survie et pour l'évolution en fait de ce qu'on est en train de créer. Donc ça, c'est voilà, un premier,
Non, mais hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, et en fait, je suis assez d'accord avec ça. C'est déjà la première chose, c'est quand je te dis, j'ai pas le temps, je suis dans le day-to-day, j'y arrive pas, je fais que délivrer aux clients, je réponds à l'équipe, enfin bref, je suis sous l'eau. En fait, la première chose à faire, c'est malgré tout, malgré les soi-disant urgences qu'on a, c'est quand même prendre une demi-journée, une journée, se poser et prendre un petit peu de recul. Parce que tu as dit quelque chose qui est très juste. C'est que des fois, on se fait embarquer dans le quotidien et on avance en fait avec son entreprise, on avance dans cette croissance et on ne sait même plus pourquoi. Et en Mm. fait, c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute où en fait il y a une vraie remise en question sur les objectifs de croissance et de chiffre d'affaires parce qu'en fait, on a perdu le sens, quoi. On fait de la croissance, mais en fait, pourquoi? Euh, les premiers objectifs, ils ont été atteints. Et donc, du coup, on s'est fait embarquer par on s'est fait embarquer par la croissance de son entreprise sans même, sans même se questionner, quoi. Et c'est vrai que quand ils le remettent en question, en fait, oui, l'idée, c'est pas forcément d'aller faire le million. En fait, c'est pas ça l'idée. Peut-être que l'idée, c'est de construire une équipe soudée. C'est peut-être d'aller développer une autre branche de l'entreprise. C'est peut-être, j'en sais rien, réduire sa charge de travail pour s'occuper de sa famille. Enfin, il peut y avoir en fait plein d'objectifs que si on se pose pas, en fait, on ne redéfinit pas. Donc, complètement d'accord avec toi. J'aime beaucoup la réponse. En effet, elle est pas data centrée, mais, mais elle est humainement centrée. Mais ça m'étonne pas vu ton alignement, hein, justement. C'est d'abord réfléchir humainement, remettre l'humain au centre de la chose. On prend du recul, même si tout est urgent. En fait, il y a des choses qui peuvent certainement attendre et prendre une demi-journée pour réfléchir, c'est important. Mhm. Mais en fait, tu vois, on parlait du torrent, mais il m'est arrivé un jour un truc. J'étais dans un parc aquatique et j'avais été avec des potes et j'étais dans une espèce de tourbillon, tu vois, comme ça, où tu envoyais, Oui. etc. Puis après, tu passes à la suite. Sauf qu'en fait, j'ai failli me noyer. J'ai jamais réussi à sortir la tête hors de l'eau. Et j'ai quelqu'un qui est venu me tirer et qui m'a permis de respirer. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu, tu vois, c'est bien que cette symbolique du torrent où tu es pris en Ouais. fait dedans. Ouais. Si à un moment donné, tu t'arrêtes pas pour respirer, en fait, tu Ouais. risques vraiment de te noyer Mm. dans, dans ce mouvement. Ouais, hyper Mais intéressant. les rapports à data, je dirais que bah, voilà, le fait de se fixer des objectifs de manière régulière, tu vois, ça permet de savoir où on va, de pouvoir les suivre. Et puis, quand tu as différentes équipes en dessous de toi, bah, c'est intéressant aussi de savoir de manière assez autonome et rapide ce qui se passe en fait, sans devoir à chaque fois perdre euh, énormément de temps, tu vas en réunion, avoir cette vue hélicoptère. Je trouve que bah, le principe du dashboarding permet d'avoir cette vue hélicoptère aussi pour Ok. comprendre ce qui se passe. Et donc, cette manière de communiquer la data de manière simple, axée vraiment sur des chiffres, tu vois, qui sont essentiels, ça permet d'avoir ouais, cette vue hélicoptère finalement au niveau du management, avec vraiment la décision de, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir finalement moi, là où je D'accord. suis, sans rentrer dans peut-être du trop opérationnel. Oui. Parce que ça, je veux dire, tu peux faire des dashboards à différents niveaux, je veux dire, de stratégie. Tu peux en faire vraiment qui sont hyper opérationnels, comme tu peux en faire qui sont hyper stratégiques. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'utile au niveau du management pour pouvoir comprendre en fait ce que tes équipes font au niveau de granularité qui toi t'intéresse en fait. Hyper intéressant. Donc, en gros, là, l'idée, ce serait peut-être de me faire, moi, un dashboard de pilotage un petit peu managériel pour aller comprendre qui fait quoi et où ils en sont, en fait. Ouais. L'idée, ce serait un peu ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de détails, entre guillemets, techniques, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un tableau Excel? Est-ce que j'utilise un logiciel de gestion de projet? Euh, Et comment je fais en fait pour définir qu'est-ce que je dois suivre? Mhm. Si je prends par exemple un projet, je lance une formation en ligne, on va prendre cet exemple-là. J'ai donc moi je suis dans la partie création de l'offre. J'ai aussi
une régie ads qui s'occupe des publicités, j'ai un copywriter qui s'occupe de toute la partie page de vente, tunnel, etc. J'ai une assistante opérationnelle qui va mettre en place techniquement tout ce que moi je crée. C'est-à-dire, par exemple, je vais créer des PDF. En fait, elle va les mettre en page, elle va les mettre sur la plateforme. Toutes les vidéos que je Ouais. tourne, elles sont d'ailleurs montées par un monteur. Et puis après, l'assistante les met en ligne, etc. Mhm. Voilà, ça te donne un petit peu l'idée d'un Ouais. d'un projet. Et qu'est-ce Mhm. que je peux aller chercher comme données à suivre, en fait? Alors déjà, je te conseillerais dans ce cas de figure de toi déjà déterminer quels sont tes objectifs. Quels sont les objectifs finalement de ta boîte? Parce que je le connais pour l'avoir vécu. Il n'y a rien de pire que de travailler pour une boîte qui n'a pas d'objectif. Ouais. Parce que en fait, tu sais pas ce que tu dois faire. Et toi, en tant qu'employé, tu dois mettre des actions en place, mais en fait, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas ce que tu vas atteindre. Tu sais pas ce que tu dois faire. Et donc, tout se fait comme ça. Et c'est hyper frustrant. Mhm. Et du coup, je pense que le fait déjà, au niveau de la stratégie globale de l'entreprise, au niveau de la direction de l'entreprise, pouvoir déterminer clairement quels sont toi tes objectifs, va aider ton équipe à mieux s'organiser et va recentrer aussi les efforts de chacun dans la même direction. Ok, on s'éparpille moins, en fait. À Donc, fond. l'idée, Non, mais c'est c'est de faire... dur, hein, franchement, c'est épuisant quand tu travailles Ouais. dans une boîte pour laquelle, en fait, il n'y a aucun objectif qui est mis en place. Oui, on te dit, fais-moi un tunnel de vente, mais en fait, t'as pas tous les tenants et aboutissants du funnel. Et donc, Mhm, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué de le sortir. Tu le sors, le tunnel, parce que ça fait partie de tes expertises. Mais il va être peut-être moins ciblé, moins travaillé, etc. Et l'entrepreneur qui te confie cette tâche va être moins satisfait. Donc, en tant qu'entrepreneur, déjà, d'une manière globale, bien définir les objectifs et les faire redescendre aux équipes. mhm, Euh, Et puis sur un projet donné, c'est pareil en fait. Bien donner l'objectif de ce projet, où on veut aller, pourquoi. C'est-à-dire, il peut y avoir les objectifs prix, enfin mhm. chiffrés, c'est-à-dire en fait l'objectif de ce projet c'est de faire un lancement à X chiffre d'affaires, Ouais. mais ça peut être aussi développer la notoriété de l'entreprise ou développer, comment dire, mettre un petit peu de diversification dans les produits, en fait, et en Mhm, fonction finalement de la direction qu'on va prendre sur le projet, sur l'objectif, bah, mon expert en funnel, il va travailler un petit peu différemment. Si je lui dis mon objectif c'est de la notoriété, il va pas forcément utiliser les mêmes mots dans ouais, sa séquence que si je lui dis mon objectif c'est d'avoir, je sais pas, une diversification, une nouvelle c'est ça. audience, etc. Ok. Et puis là, à ce moment-là, tu vois, quand les objectifs sont bien définis, bah, tout le monde y va ensemble, quoi. Mm. Tout le monde va ensemble dans la même direction. Si tu te poses des questions, tu vas revenir en fait à ces objectifs, à cette vision qu'a ton management en disant, OK, ben c'est ça alors ma priorité. Ben, OK, alors je vais faire ce choix plutôt que de faire un autre choix. Et en fait, le fait de toi te poser pour fixer des objectifs, ça, je vais dire ça éduque, mais plutôt ça aide en fait les gens qui travaillent pour toi à travailler d'une manière plus efficace aussi et plus focalisée vers là où tu veux aller. Ouais. Donc en fait, c'est comme si toi, tu es le commandant du bateau. Ouais. C'est à toi de dire, OK, on va par là, quoi. Je vois. Sinon, tous les efforts sont dispersés un petit peu partout et on n'avance pas. Et c'est compliqué. Ok. Ouais, Donc première chose, fixer clairement des objectifs et les communiquer clairement ouais, aussi à l'équipe. Pas juste dire on va faire un lancement de produit, mais bien expliquer pourquoi, comment, où, etc. Ok. c'est ça. Deuxième chose, du coup, maintenant que ça c'est clair pour moi, qu'est-ce que je peux aller récupérer comme données pour aller suivre un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble du projet? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que je dois aller demander aux membres de mon équipe ce qu'ils font et leur demander à eux de me donner des métriques et que est-ce que je dois les définir moi et entre guillemets les imposer? Alors, c'est à toi de voir un petit peu comment tu veux fonctionner. Maintenant, c'est bien aussi de faire confiance à son équipe et de pouvoir aussi tirer profit des expertises de chacun Oui. par rapport à leurs différents niveaux, parce que tu ne peux pas, en tant que chef d'entreprise, tout savoir, tout connaître. C'est impossible. On aimerait bien, mais c'est C'est impossible. ça. Donc, je pense que la confiance, elle est importante aussi. Décider ensemble, voilà,
ou demander des propositions, tu vois, dire voilà, qu'est-ce que vous me proposez? Je voudrais aller par là, je voudrais faire ça. Qu'est-ce que vous me proposez comme plan d'action? Qu'est-ce qu'on pourrait convenir ensemble de paramètres à mesurer? Qu'est-ce qu'on pourrait créer ensemble comme outil? Donc, par exemple, typiquement, tout ce qui est reporting, etc., tu vois, dashboarding et autres, c'est intéressant de se mettre d'accord sur, OK, quelles sont les informations qui sont essentielles pour moi? Qu'est-ce que je veux y voir? Et tu as la possibilité, notamment quand tu travailles avec du Looker Studio ou d'autres choses, que les gens travaillent sur différents fichiers et que ces informations soient toutes reliées, toutes les informations apparaissent au même endroit, en fait. Ça te permet de perdre moins de temps aussi. Et après, quand tu reçois les informations ou quand tu as décidé d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, tu peux, en fonction de ça et des signaux que cela renvoie, est-ce que tu es aligné avec ce qui est attendu ou pas, revenir vers tes équipes en posant des questions. Et ça te permet de gagner du temps aussi. Ok, ok. Donc je résume je me pose d'abord la question de qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour suivre l'avancement du projet. Ouais. Je vais demander à chacun de mes collaborateurs comment il peut me donner, quelle data concrète il peut me donner pour que moi j'ai cette information. Et puis on met en place un petit tableau de reporting. Soit on fait un truc vachement bien où tout est centralisé, voire même on a un super tableau de bord sur Looker Studio. Soit en fait ça peut être un petit tableau de reporting par collaborateur que tu centralises après sur un tableau croisé ou quelque chose comme ça. Ou tu peux faire encore plus simple, hein, c'est un tableur pour tout le monde et puis chacun va Oui, remplir c'est ça. Il y ses a données de dedans. nombreux outils qui existent. Il y a pas mal de Ok, possibilités. ok, ok, hyper clair. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous dire sur ce sujet de comment je sors un petit peu du day-to-day, comment Ouais. la data peut m'aider à sortir un peu du day-to-day euh, au Ouais. final, quoi. Je dirais, si je devais juste rajouter une Mm. petite chose, euh, que c'est important aussi de faire confiance et de ne pas vouloir tout savoir. Des détails, il y en a tellement. Mm. On peut aller vraiment dans des niveaux de détails qui sont hallucinants. Ouais. À un moment donné, quand on est chef d'entreprise, on doit pouvoir aussi prendre une certaine hauteur, faire confiance pour ce qui est de l'opérationnel. Et c'est pour ça aussi, je disais, recentrer les datas par rapport à ce dont j'ai besoin. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment se simplifier la vie et restreindre en fait toutes ces informations entrantes, pardon, qui vont m'être accessibles pour quand même comprendre ce qui se passe dans mon business, mais pas me noyer dans des détails qui sont Mm. hors en fait de mon scope. Il faut pas tomber dans du micromanagement. À un moment donné, il Ouais. faut aussi pouvoir faire confiance, je pense, aux personnes, mais tout en sachant s'intéresser à ce qui se passe et suivre les informations de là où on se trouve. Et à certains moments, quand on en a l'occasion ou l'envie ou le besoin, pouvoir alors à ce moment-là rentrer dans le détail Mm. en discutant avec l'équipe ou en ayant accès à des informations beaucoup plus, avec une granularité Oui, un peu plus poussé. différente. Voilà, c'est Ok. ça. Donc peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait à moyen long terme prendre le temps de créer quand même un suivi assez granuleux où on a quand même assez de détails, mais Mhm. laisser le soin finalement à nos collaborateurs de remplir ces données-là, de faire ce reporting. Nous, d'extraire seulement les données dont on a besoin pour en fait avoir une vision stratégique du business. Et puis quand on voit par exemple un drapeau rouge qui arrive sur notre reporting à nous, aller peut-être Ouais. avec le collaborateur en question, j'en sais rien, par exemple sur les publicités Facebook, on voit Mhm. qu'il y a quelque chose nous qui nous remonte un petit red flag, attention là les données sont mauvaises. Dans ce cas, on va avec le collaborateur plus en détail avec Voilà. lui sur le tableau plus détaillé. Qu'est-ce qui s'est passé et on va aller prendre des actions correctives avec lui quoi. C'est ça. Mais par exemple, tu vois, quand je travaillais pour des grands comptes, en tant que responsable du marketing digital, on avait vraiment les rapports qui étaient hyper détaillés pour vraiment suivre la campagne dans ses moindres détails par Ouais. rapport à chacune des tactiques. Donc ça, on se partageait ça au sein de l'équipe et ça nous permettait de remonter plus facilement vers les agences avec lesquelles on collaborait. Et puis, il y avait un rapport, je veux dire, qui était intermédiaire par rapport aux responsables voilà, de la marque
où on remontait vraiment les informations les plus essentielles par rapport aux objectifs annuels qui étaient fixés. Donc, parce qu'il n'avait pas de temps à perdre avec vraiment des détails, tu vois. Et ça, je pense que quand on grandit, quand on part d'un job où au début tu fais tout et où tu t'intéresses à tout, mais où donc tu as la vision de Et tout, oui. c'est important d'un moment donné réussir à s'en détacher parce que c'est plus possible. À un moment donné, c'est plus possible, tu vois, de tout suivre. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Julie, parce que en fait, il y a vraiment une partie mindset, tu vois, là-dedans, qui est un Mm. vrai défi pour les entrepreneurs qui deviennent chefs d'entreprise, en fait, qui commencent en fait à avoir cette posture et qui doivent travailler dessus. Et en fait, c'est intéressant parce que ça se travaille aussi par les données, tu vois. On peut avoir aussi ce regard-là via la data, c'est-à-dire ne cherche pas à avoir toutes les données, tout ce qui se passe dans ton entreprise. Réfléchis stratégiquement à ce que tu as besoin pour continuer de piloter et laisse en fait l'opérationnel faire son job et en fait récolter toute la granularité. Et c'est vrai Mhm. que en termes de charge mentale, c'est important aussi d'arriver à s'en détacher parce que il y a un moment où il y a trop d'informations en fait. Tout à fait. Hyper intéressant. Écoute Julie, un immense merci pour ton éclairage sur cette situation. Merci à Et toi. écoute, on te retrouve où on t'a déjà retrouvé en fonction du plan de contenu qui n'est pas complètement finalisé au moment où on enregistre sur les autres épisodes. Salut! Merci, salut. Fabien, en termes de mindset, comment le travail sur soi peut nous aider à résoudre cette situation et qu'est-ce que tu conseilles de faire? Bon, alors moi c'est marrant parce que tu vois, je t'écoutais parler, décrire la situation de cet entrepreneur débordé par le quotidien de son entreprise et qui est un des feux longs grande journée euh, et qui en même temps se sent vivant, Mhm. euh, qui gère la boîte. Oui. Ça fonctionne. Il y a X personnes qui bossent pour lui, plutôt des salariés, etc. Et bon an, mal an, en fait, ça fonctionne. Et donc, la question que je me posais, c'est il est où le problème? Ouh, très bonne question. Voilà. Parce que nous, avec notre prisme du web entrepreneuriat, où on revisite les codes et puis on crée que des business en bootstrap, donc ça, c'est Mhm. déjà une différence. Qu'on part avec des tout petits moyens et on grandit au fur et à mesure. Personne de chez nous, quasiment, quand je dis chez nous, c'est le web entrepreneuriat, est quelqu'un qui vient d'un endroit où il a été formé au management et où il est venu avec 2 millions d'euros et les a posés sur la table. Tout à fait. Non. Donc au final, tu vois, on a une vision qui est quand même une vision particulière. Et en fait, en t'écoutant, je pensais à un de mes meilleurs amis qui est entrepreneur du bâtiment, second œuvre en bâtiment, à Limoges. Christophe, si tu m'écoutes. Mhm. Et il gère une boîte de 30 personnes, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est une boîte dont il est le dirigeant. C'est la 4e ou 5e génération. C'est une boîte familiale, Ok. tu vois. Et tu as très bien décrit son quotidien. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça. Il se lève le matin, c'est le premier arrivé, le dernier parti, Ouais. et il gère la boîte d'une façon qu'on pourrait qualifier presque d'archaïque dans notre monde à nous, Ouais. parce que il est débordé tout le temps et qu'il gère tout. Pour le coup, lui, le multitasking, c'est son quotidien. Ouais, c'est le chef d'entreprise, quoi. C'est le vrai chef d'entreprise, voilà. Et c'est donc à la fois c'est lui qui va gérer les gros chantiers, qui va serrer les pinces et aller au restaurant, et en même temps c'est lui qui va compter le nombre de boulons à la fin dans le camion de l'équipe 7. Là, les gars, qu'est-ce que vous avez foutu? Il voit tout, il sait tout, il est au courant de tout, Ouais. tout passe Ouais. par lui. Et on pourrait dire oh là là, ça va pas du tout, mon Dieu, quelle horreur, il faut absolument tout reprendre, il faut faire du coaching mindset, il faut mettre 10 personnes autour de lui pour qu'il délègue et qu'il puisse aller sous les cocotiers. Ouais. Mais on est vraiment sûr d'avoir envie de ça? Ah, excellente question. Voilà. Ouais, Et en fin de compte, tu vois, j'allais te dire, et la réponse, on en revient sur la même chose au final. Tout ça tient dans 5 minutes. Quelle vision. Voilà, quelle vision. Et en fait, lui, il kiffe sa vie, quoi. Il est très Ok. heureux dans sa vie. Et pour plein d'autres aspects, le but, c'est pas de parler de lui, mais Oui. au final, il est heureux dans ce personnage et dans cette vie qu'il mène. Alors oui, c'est difficile, oui, c'est du boulot, mais il y a aussi plein d'avantages. Et donc, pourquoi changer? Et réfléchir à la vision, la vision, bon, ben oui, là, tu vois, il a créé
une autre boîte pour vendre un peu en e-commerce, en s'associant avec quelqu'un d'autre. Et puis sa vision, il aimerait bien acheter peut-être une autre boîte dans le sud pour revenir un peu dans le sud, nous voir plus souvent. Voilà, mais ça reste des trucs de bon, ce serait cool. Mais en vrai, la vision de sa boîte, elle est claire, ça fonctionne, ça tourne, et il est sur un marché, voilà. Donc, tu vois, juste pour recentrer le débat, à un moment donné, il faut pas toujours chercher à vouloir faire absolument parfaitement, tu vois, juste se poser la question, dire, OK, c'est quoi qui compte, c'est quoi qui est important pour moi. Hyper intéressant. J'aime beaucoup ta réponse parce que c'est vrai que dans notre industrie du business en ligne, c'est un peu ce que je te disais quand je te présentais. D'ailleurs, j'ai peut-être induit la réponse, je ne sais pas. Mais on entend beaucoup voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. À partir du moment où tu fais un certain chiffre d'affaires, tu ne dois plus être dans l'opérationnel. Tu dois t'entourer, tu dois faire comme ci, comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sentent mal à l'aise en fait à être dans l'opérationnel, mais simplement parce qu'on leur a dit que c'était pas forcément la bonne direction. Or, en Ouais, fait, potentiellement, ils sont très bien dedans. Et, tout euh, à fait et, d'accord. et en fait, je pense que toi comme moi, on en connaît beaucoup Qui sont qui, opérationnels et qui sont très contents. qui kiffent ça Ouais. en fait, qui Mais kiffent bien ça et sûr. qui n'ont pas envie de l'arrêter. Alors après, bien sûr, c'est bien d'optimiser. C'est sûr que si tu veux atteindre aussi, mais on en revient toujours à la vision, comme tu dis. Voilà. C'est C'est inutile ça. tous ces épisodes, on aurait pu en faire un de 5 minutes. C'est clair. C'est que si tu veux aller vraiment faire de la grosse croissance, chercher du chiffre, etc., tu es obligé de déléguer certaines choses et donc tu es obligé d'optimiser et d'être moins dans l'opérationnel sur certaines choses, clairement. Mais Ouais, mais il y a des niveaux en fait de business où tu peux complètement être encore dans l'opérationnel et c'est OK. en fait, on en revient toujours à cet adage, donne-toi les moyens de ton ambition. Mm. Voilà. Donc, pas la peine d'avoir des moyens démesurés si l'ambition, elle n'est pas démesurée. Voilà. OK. Du coup, je vais retourner la question pour te challenger un peu. Qu'est-ce que Ouais. tu répondrais à quelqu'un qui te répond ouais, mais justement, moi je veux. Merci Fabien, je me suis posé la Ouais. question. Je sais que je veux aller au-delà, mais je suis un peu coincée dans mon quotidien. Par contre, je suis trop dans l'opérationnel. J'ai du mal à en Mm. sortir. Mm. Eh ben, au final, on revient un petit peu au cas du premier cas, tu sais, de la personne qui avait pris une vague qui avait Oui. accéléré très très fort. Et on disait, ben bon, pendant qu'elle est sur la planche en train de surfer la vague, faut faire le dos rond, s'accrocher et gérer Mm. en mode athlète, quoi. Et puis après, une fois qu'on est retourné à la plage, prendre un moment de respiration. Donc là, quelqu'un qui me dit ça, a priori, son business, il tient debout, il est pérenne, il est plus ou moins prédictible. Ouais. Donc, donc là, offre-toi une bulle. Prends un coach. Le mec qui se vend. En tout cas, après, c'est pas nécessairement un coach, mais ça peut être, tu vois, un moment avec d'autres entrepreneurs. Ça peut Oui. être tu sais, du coworking. Comment ça s'appelle cette boîte où tu loues une villa et tu pars avec d'autres entrepreneurs du villa une semaine. Alors, je connais pas le nom de boîte, mais en gros, le Hmm. concept, c'est du co-living. Oui, voilà, une forme de co-living. Mm. Et donc, voilà. Après, peu importe le format, mais c'est prendre un temps de respiration. Déjà, se prouver que la boîte va pas péricliter si on lève les mains pendant 5 jours, ouvrez, et faire le point sur pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, Mm. quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, qu'est-ce que dit notre environnement aussi, parce que derrière un entrepreneur, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une famille, un homme, une femme, des enfants Mm. éventuellement. Ou des parents. Enfin, voilà, il faut Oui, aussi on est remettre rarement du isolé. contexte. Ouais. Voilà, remettre du contexte. Quel est l'environnement? Mm. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est important? En fait, tout ce travail qu'on fait sans arrêt dans les grosses boîtes, tu sais, c'est les fameux, comment on appelle ça, les séminaires putain, je me rappelle plus le nom. Je suis trop loin du corporate, là. Ça fait trop longtemps que je suis sorti. Mais, tu sais, tu fais des séminaires de 2-3 jours où ils te font bosser sur la vision de la boîte et tout. En fait, c'est hyper important de Mm. prendre de la hauteur à un moment donné, de sortir la tête de l'eau et dire, OK, là, j'arrête 2 secondes de faire ce que je suis en train de faire et juste me pose la question. Pourquoi je suis là et où est-ce que je vais? Et Ok. voilà. Je pense que ma réponse, elle est simple, c'est celle-là. Et à partir de Mm. là, alors, on co-construit, enfin, l'entrepreneur construit la réponse qui correspond à ses besoins et ses envies. Je pourrais pas dire, il y a un one fit all, il faut absolument faire ça, parce que là, j'ai en tête plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont eu des boîtes qui ont explosé, qui étaient super et qui ont voulu absolument, comme tu disais, Oui. faire
mettre en place des gens. Et alors, au final, ils se sont coupés du business. Oui. Et je pense à une notamment où finalement, elle a fait, enfin, son business s'est pété la gueule parce qu'elle avait clairement donné les clés de la boîte dans à son bras droit. Ok. Et en final, elle était déconnectée, quoi. C'est Voilà. c'est intéressant que tu parles de ça. C'est vrai que je vois très bien ce côté. C'est quelque chose que je rencontre aussi parfois. L'entrepreneur qui ne maîtrise plus, c'est-à-dire que si demain, en fait, il y a un besoin de rétrograder pour une raison X ou Y, tu vois, par exemple, le marché est moins bon, tu vois, on a envie, besoin de reprendre un peu les rênes sur certaines choses, tu vois, d'être plus flexible, en fait, sur le côté délégation. Et Mm. c'est tout l'objectif, hein, d'ailleurs, de prendre des freelances, tu vois, enfin, pas que, mais un des avantages, c'est de pouvoir flexibiliser le temps qu'on leur loue. Euh, et en fait, c'est vrai que des fois, j'ai des clients qui sont pas capables de reprendre les tâches, en fait. Alors, c'est normal à un certain niveau de business. J'ai envie de te dire, il y a un moment, en fait, Oui, voilà. Il faut aussi que tu lâches. On en parlait sur un autre épisode où on disait, ben, en fait, à un moment donné, recrute des A-players, des gens qui font mieux le job que toi. Et donc, c'est logique, en fait, qu'à ce moment-là, tu sois plus capable de reprendre le truc. exactement. Pour autant, ça veut pas dire que la personne est irremplaçable. Exactement. Et Voilà. c'est Et tout ça, le je pense que truc. tu en parles souvent, de créer des process pour que la personne soit C'est remplaçable. ça. Parce que c'est pas la personne en fait qui est indispensable, c'est le poste, c'est le Voilà, rôle, c'est la exactement. mission. La Et responsabilité. ouais, quand je bosse avec des clients, moi mon objectif c'est que en gros ils aient plus besoin de moi en quelque sorte, mais de moi Sonia. Après Mm. peut-être que le rôle de directrice des opérations, il est indispensable à la boîte telle qu'elle a été construite aujourd'hui. Mm. Mais il faut, bah, tu sais, ne serait-ce que je puisse partir en vacances en fait. Bah oui. C'est juste Ou être ça. malade. Ou être Mm. malade, tu vois, sans Mm. parler forcément de trucs graves où je m'en vais ou tu sais, Non, je bah quitte ouais. le navire, mais rien que ça et faire en sorte en fait que quand la personne est absente, en fait, l'entrepreneur puisse reprendre une partie de ce que je fais, c'est absolument indispensable en fait. Mm. Alors après, il y a des boîtes où on peut doubler, tu vois. Alors moi, j'ai jamais trop fait ça, mais j'ai des collègues OBM, notamment, je pense à une que tu connais certainement d'ailleurs, qui Amélie qui a la formation Amélie. Amélie comment? Duopreneur Academy. Ah oui, tout à fait. Oui. Tu vois, qui, elle, me disait, des fois, elle double son job. C'est-à-dire qu'en fait, elle met en place tous les process, etc. Et ensuite, elle recrute une OBM bis Mm. pour, en fait, faire son job aussi à sa place. Et en fait, comme ça, Top. elles se partagent les tâches. Et elles sont vraiment, entre guillemets, remplaçables. Et ça, c'est génial. Et même pour enfin, même pour, comment dire, le freelance, c'est le rêve, hein. Bah, bien sûr, ça fait du bien. Et pour en venir à ta question initiale qui était donc l'entrepreneur est empêtré dans l'opérationnel Mm. et ne prend pas le temps de la vision. Donc la première question c'est quoi? Il est où le problème en vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un Oui, problème à résoudre? Et s'il y en a un, parce que effectivement la personne dit oui, mais moi je veux croître et je veux avancer et tout, faire une pause, se faire accompagner dans cette pause pour faire le point, prendre de la hauteur, refixer des objectifs, une vision. Il y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et cette citation, elle date de Sénèque. Donc, c'est pas d'hier. Ça paraît évident et ça l'est. Voilà. Donc, ça, et ensuite, ben, derrière, c'est de l'opérationnel. Derrière, c'est Mm. de la mise en place, c'est de la C'est délégation. ça. Enfin, avant d'être dans la délégation, c'est créer des process, toutes les étapes du recrutement, tu vois, Mm. faire les fiches de poste, communiquer, etc., tester. Bon, voilà, après, ça, c'est un autre sujet. Ouais, et puis prendre le temps de mettre un peu en place de management aussi, parce que parfois on est un peu sous l'eau, tu vois, vis-à-vis de l'équipe, etc. Donc, Et ça peut passer par une voilà. formation dans le management aussi. Excuse-moi, je te Mm. coupe, mais c'est vrai que ça, Ouais, je t'en j'ai eu le prie. cas hier avec une cliente. Et, et en fin de compte, bah tiens, bah, tu connais Cédric Watine, puisqu'il me semble que tu l'as interviewé. Oui, oui. Voilà. Et ben donc j'ai conseillé à ma cliente d'aller acheter une des formations, comme il dit, de Oui. Cédric. Voilà, parce qu'en fait, le management, ce n'est pas inné. Non, c'est pas Ça s'apprend. inné et ça s'apprend et puis tout le monde peut l'apprendre en fait. Il n'y a pas de... Tout il le y monde a- peut l'apprendre, mais il Ouais, faut mettre un petit peu de temps et d'énergie. Et ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. complètement. Et je trouve aussi, alors tu vois, c'est un truc que tu peux complètement déléguer, le management. Moi, souvent, c'est ce qu'on me confie, enfin une partie en tout cas du Mhm, management, surtout le management opérationnel. mhm. Euh, mais je pense que
il y a deux choses, j'ai deux avis sur cette question. C'est intéressant, je trouve, au niveau business, solopreneur, solo-founder, de toujours avoir quand même une part de, ok, je m'intéresse quand même au management, même si je vais confier la partie opérationnelle, pour garder un pied, tu vois, avec l'équipe. L'autre côté, c'est tout le monde peut faire du management, mais tout le monde n'aime pas forcément ça. Donc, tu vois, il va y avoir des entrepreneurs qui vont garder l'intégralité du management parce qu'ils vont kiffer ça, et d'autres qui très vite vont vouloir aller déléguer une partie parce que relou, quoi, parce qu'ils sont pas dans leur zone de génie quand ils font ça. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai, on n'a pas encore parlé de zone de génie. C'est vrai. Mais c'est un concept qui est clé aussi dans la gestion des ressources de l'entrepreneur. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Après, même si tu délègues ton management, à un moment donné, tu dois quand même, toi, manager le manager. Exact, tout à fait. À partir du moment où tu n'es pas seul, tu es dans une communication interpersonnelle qui nécessite des notions de management. Et donc, c'est jamais du temps perdu que de se former, ne serait-ce qu'au 20-80. Et si demain, tu deviens investisseur, qui est un peu le Graal de l'entrepreneur, qui est devenu chef d'entreprise et ensuite investisseur, tu as plusieurs entreprises et tu manages tes chefs d'entreprise. Voilà. Donc je pense que, c'est jamais du temps perdu que d'investir dans l'humain. De toute façon, je serais mal placé pour dire l'inverse. C'est ça, c'est clair. Ne te mets pas des bâtons dans les roues. Voilà. Non, clairement. Et puis, très bonne reco, Cédric Watine, l'outil du manager. Je recommande plus. C'est avec lui que j'ai fait mes premières armes en management. Clairement, c'est très, très, très bonne piste. Trop bien. Mais écoute, merci beaucoup, Fabien, pour la réponse sur cette problématique-là. Et écoute, on te retrouve sur un prochain épisode. Salut. Let's go. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.